Bienvenue sur ce podcast dédié au mieux-être. Ici, nous explorons les nombreux aspects de notre vie quotidienne qui influencent notre bien-être physique, mental et émotionnel. Que vous soyez en quête de sérénité, en train de surmonter des défis personnels ou simplement curieux d'en apprendre plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode sera une plongée dans les problématiques courantes que nous rencontrons tous, les blocages émotionnels, les obstacles physiques ou le stress de la vie moderne. Je vous proposerai des solutions, vous dispenserai des conseils pour vous aider à surmonter ces défis et à retrouver un équilibre harmonieux. Rejoignez-moi dans cette aventure vers un mieux-être global, où chaque petit pas compte et où chaque prise de conscience peut transformer votre vie. Préparez-vous à explorer, à apprendre et à évoluer avec moi. Je vous souhaite la bienvenue dans votre espace mieux-être. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas simple à traiter. Donc, trigger warning. On va parler des violences psychologiques au sein notamment d'un couple. Ce couple qui a été le mien pendant 4 ans, il y a pas mal d'années. Et donc, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, sachez qu'on va aborder des choses qui peuvent résonner en vous. Donc, je préfère vous prévenir de ça. J'ai beaucoup préparé ce texte parce que au départ, je voulais en faire une publication. Et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, il s'est avéré que pour une publication, c'était beaucoup trop long et ça s'est transformé en fait en quelque chose d'autre. Et je me suis dit que finalement, ça pouvait être plutôt quelque chose d'intéressant à développer en podcast. Aussi parce que le fait de poser ma voix dessus et de vous dire les choses, c'est peut-être encore aussi une autre démarche qui peut aller dans le sens de ce qui va suivre. En fait, cette envie de vous parler de ça, c'est venu d'hier, tout simplement parce que j'ai regardé un téléfilm et j'ai été submergée par des souvenirs que j'ai pris de plein fouet. Donc pendant 4 ans, j'ai été sous joug de ce qu'on appelle un pervers narcissique. Je ne vais pas débattre sur la véracité ou non du terme pervers narcissique, il y a différentes écoles là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis ce que l'on appelle un pervers narcissique. Donc pendant 4 ans, cette personne a alterné les phases de séduction et de destruction. Il me mettait dans un état de colère ou d'hystérie par des injonctions contradictoires parce que ça l'amusait de me voir énervée. Il m'a dénigré auprès de ses amis, nos amis, alors que je m'entendais extrêmement bien avec eux, dans le but de m'isoler et de tous nous contrôler, parce qu'il avait aussi ce besoin de contrôle, y compris sur les autres. C'est-à-dire qu'il passait son temps à mentir, en fait, sous forme de jeu. Il me rendait complice de ces mensonges, genre on a une complicité que les autres ne peuvent pas comprendre, et du coup on mentait aux amis. Et à côté de ça, il leur faisait croire que moi, par exemple, je voulais pas les voir ou que je l'empêchais de les voir. Alors que moi, je demandais qu'une chose, par exemple, c'était qu'on passe des moments tous ensemble parce que j'adorais son entourage. Et j'ai vu petit à petit son entourage changer d'attitude et de regard vis-à-vis de moi, par exemple. Il a agi aussi contre mon consentement à plusieurs reprises dans nos relations intimes. Il me mettait dans une détresse émotionnelle et psychologique par pur plaisir. Et je revois encore, en fait, son regard et son sourire de satisfaction quand il avait réussi à me faire péter un câble, ce qui n'était pas difficile puisqu'il savait exactement sur quel bouton appuyer. Le pire, en fait, dans cette histoire, c'est que j'étais parfaitement consciente de tout ce qui se passait, mais dans l'impossibilité totale de l'empêcher. Son emprise me paralysait totalement. En fait, je lui disais parfois, je sais exactement ce que tu es en train de faire, je me vois le faire, je sais que tu vas appuyer sur tel bouton pour que je réagisse comme ça. Et le plus dur dans l'histoire, c'est que je sais que tu vas réussir parce que je ne pourrai pas lutter. En fait, j'avais l'impression d'être un peu, vous savez, comme ces personnes qui sont conscientes, on a l'impression qu'en fait, leur corps est mort et de voir ce qui se passe autour et de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et bien moi, c'est un peu, c'est très loin de moi l'idée de me comparer à ce genre de cas dramatique, hein. Mais dans le ressenti, c'est un peu ça. C'est je voyais comme spectatrice ce qui est en train de se passer. Mais par contre, je ne pouvais pas faire autrement qu'aller dans le sens de ce qui est en train de se passer.
Parce que justement, son emprise me paralysait totalement. Et je me sentais clairement, j'ai pas d'autre mot, comme une merde. Car en fait, c'était déjà d'une ce qu'il me faisait ressentir au travers de son attitude quotidienne. Et en plus, c'est ce que je pensais de moi parce que je pouvais pas résister en fait. Donc j'étais qu'une merde parce que je pouvais pas résister à ce qu'il faisait. Résultat, il y en a eu beaucoup des résultats, hein, mais ceux dont je me souviens aujourd'hui et de cette époque, parce que évidemment ma mémoire a occulté beaucoup de souvenirs, a occulté beaucoup de moments. Pour vous dire, je ne sais même pas comment s'est terminée cette histoire. Je n'ai aucun souvenir de la fin de cette histoire. Je ne me rappelle pas. Et donc le résultat, c'est que j'ai perdu toute confiance en moi. Déjà que j'en avais pas beaucoup en les hommes. J'ai mis des années à en sortir. J'ai eu cette chance d'en sortir. Et j'ai mis aussi des années à m'en relever. Et j'ai dû me perdre en fait pendant toute une période, me faire une crise d'ado à retardement. Donc j'ai dû me perdre pour finir par me retrouver en fait. J'ai développé suite à ça des insécurités à tous les niveaux, une difficulté à m'engager émotionnellement, un besoin chronique de tout remettre en question, une intolérance viscérale à l'inconstance dans l'attitude des autres. Et ça, c'est encore quelque chose aujourd'hui que je n'arrive pas à gérer. C'est pas que j'arrive pas à la gérer, mais j'arrive pas à accepter en fait l'inconstance des autres, des gens qui sont pas d'humeur égale ou d'attitude égale. Voilà, les hauts et les bas. J'ai compris en fait hier, parce que c'est quelque chose que je comprenais pas, pourquoi j'arrivais pas, parce que j'accepte beaucoup de choses de la part des gens et chacun est comme il est, et j'ai aucun souci avec ça. Mais il y avait ce truc qui résonnait toujours en fait. Et hier j'ai compris en fait quand j'ai mis des mots sur tout ça, je sais pourquoi l'inconstance me met autant en insécurité et j'ai du mal à vivre avec. C'est tout simplement parce que j'ai vécu ça au quotidien pendant 4 ans. Et pour moi, l'inconstance, c'est un red flag qui s'allume tout de suite. Ça vient résonner avec il va se passer quelque chose. Quelqu'un qui un coup est sympa, un coup est pas sympa, un coup est de bonne humeur, un coup est pas de bonne humeur, un coup est super content de vous voir, le lendemain s'en fout, un coup vous envoie des messages, le lendemain vous ignore. Toutes ces attitudes en fait qui sont pour moi dans mon approche contradictoire, c'est un red flag énorme et ça vient faire vibrer en fait cette insécurité que j'ai sentie parce que je pouvais jamais me reposer sur mes lauriers à cette époque-là en fait. À chaque moment, ça pouvait basculer. À chaque moment, il pouvait changer d'attitude. Il pouvait me demander de me préparer, qu'on allait sortir faire un truc. Et puis d'un seul coup, visage fermé, c'est non, de toute façon, on sort pas. Ou toi, tu restes, moi, j'y vais. Enfin, voilà. Donc oui, j'ai développé les insécurités, la difficulté à m'engager émotionnellement, le besoin chronique de tout remettre en question, l'intolérance viscérale à l'inconstance. Et bien sûr, une estime de moi au niveau du sous-sol. Clairement. Elle était déjà pas très très haute, j'étais pas très vieille, hein, donc j'avais pas franchement eu le temps encore de travailler sur mon estime de moi, sur l'amour de moi, etc. Et le peu que j'avais, il l'a piétiné, quoi. Donc, il y a un truc qui s'est passé aussi, c'est que quand j'en suis sortie, je l'ai remercié intérieurement et verbalement aussi. J'en ai souvent parlé en disant je remercie cette personne pendant des années, en fait, d'avoir fait de moi la femme forte et indépendante que je suis devenue. En fait, c'est comme si je n'aurais pas pu devenir quelqu'un comme ça sans lui. Je lui ai attribué ce mérite jusqu'à encore récemment et je trouve ça effrayant, en fait. Jusqu'à quasiment hier, je le remercie encore. Rien qu'en l'écrivant et en vous le disant, en fait, je trouve ça terrifiant. Même si je me suis relevée, même si je continuais en fait à conditionner ce que j'étais par rapport à ce que lui avait fait de moi à ce moment-là. Et en fait, effectivement, ça a conditionné plein de choses. Mais il n'a pas fait de moi la personne dont je peux être fière aujourd'hui. C'est moi qui ai fait ça, en fait. Donc, je trouvais ça terrifiant, en fait, de m'être convaincue que ça avait pu être une bonne chose, entre guillemets. Mais en fait, je pense qu'en réalité, j'avais juste besoin d'en faire quelque chose de tout ce qui s'était passé, de me dire que j'avais pas vécu tout ça gratuitement, que c'était pas pour rien,
et de rajouter encore une injustice du fait que ce soit gratuit à ce que j'avais vécu, je pense que c'était juste pas supportable. Donc en fait, je préférais me dire, en fait, il m'a rendu service parce que du coup, je suis devenue ce que je suis devenue. Mais non, 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 il m'a pas rendu service du tout, en vrai. Et puis je me disais aussi que j'étais pas une victime. J'étais une survivante, entre guillemets. C'est un grand mot, survivante, hein, mais j'étais juste quelqu'un en fait qui a passé des épreuves, comme tout le monde en passe, et que tout le monde ne passe pas sous un rouleau. Enfin, mais que tout le monde en fait, pardon, ne passe pas sous un rouleau compresseur, en vrai. Il passe pas sous un rouleau compresseur psychologique et émotionnel pendant 4 ans. Donc non, j'ai pas vécu des épreuves comme tout le monde. Et il y en a qui vivent pire, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai vécu, il y a des gens qui vivent encore pire, on est tout à fait d'accord aussi. Mais il y a des gens qui vivent jamais ce genre d'expérience. Donc ouais, j'ai été détruite. Et quand je me suis relevée, je me suis dit que je pourrais alors me relever de tout, en vrai. Et c'est vrai que je me souviens parfaitement de cette période où quand je me suis dit, ça y est, j'en suis sortie, à chaque fois en fait que je rencontrais une difficulté dans la vie, je me disais, je me suis relevée de ça. Donc je me relèverai de tout. J'ai cette capacité, je me relèverai de tout. Et elle est là en fait ma force, elle vient de là. Pas de ce qu'il m'a fait, mais de ma capacité à me relever. Et là encore, je lui en attribue le mérite. Mais non, ce mérite c'était le mien. J'ai puisé dans mes propres ressources, seule, car en plus j'en ai jamais parlé à personne à l'époque. Encore aujourd'hui, la majorité de mon entourage ne le sait pas. Je n'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien montré. Et j'en ai parlé à ma mère, je sais pas, il y a 3-4 mois. Donc, et je pensais même lui en avoir parlé, honnêtement, quand je lui en ai parlé. Je pensais qu'elle était au courant et elle est tombée des nues. Donc voilà, je lui ai vaguement expliqué ce qui s'est passé. Mais non, je pense que la majorité de mon entourage ne sait pas ce que j'ai vécu. Donc, et c'est pas, enfin, j'avais pas besoin d'en parler, j'avais pas envie. Donc voilà. Mais ce que j'avais envie de lui dire, c'est ouais, je me suis relevée seule, car j'ai puisé dans mes ressources. Et non, tu ne m'as pas rendu service. Tu ne m'as pas aidé à me révéler. Tu m'as fait vivre un enfer. Tu as provoqué des traumas dont je me serais bien passée dans mon évolution. Et je serais devenue une femme forte et indépendante sans toi, car c'est ce que j'étais avant toi. Donc je ne te remercie pas. Tu as cherché à me briser et tu as échoué. Et du coup, j'avoue que ça fait du bien, ça, de le dire, de le verbaliser, de l'exprimer. Et du coup, en fait, comment j'ai pris ce tsunami et ces prises de conscience hier, c'est juste en regardant donc ce téléfilm, ça s'appelle À la folie, donc il était sur le replay M6 pour la petite histoire. C'est un film avec Marie Guilin, je ne sais plus comment on dit, et Alexis Michalik, qui sont exceptionnels. Et je vous le conseille si vous voulez voir un peu le cheminement, en fait, de la perversion qui s'installe. Après, attention, moi ça m'a mis une claque parce que j'en ai vu plein. J'ai regardé beaucoup de films sur les pervers narcissiques, sûrement quête de réponse, je sais pas, certainement même. Mais pour la première fois avec celui-ci, je m'y attendais absolument pas, mais j'ai vu des scènes en fait que j'avais moi vécues. Et du coup, je n'ai plus pu me masquer la réalité. Ça m'a submergée, je me suis pris ça de plein fouet. Et du coup, c'est des images en fait qu'on peut pas expliquer avec des mots. Du coup, je les ai montrées à mon conjoint aussi parce que j'en avais parlé évidemment, et pour qu'il se rende compte en fait, parce que là, quand on le voit en image, alors les contextes sont pas les mêmes, les mots sont pas les mêmes, les attitudes sont pas exactement les mêmes, mais la manière de fonctionner c'est la même. Et ouais, pour une fois, ça a vraiment résonné. Et en fait, j'ai pris ça dans la tête parce que je m'étais pas vraiment dit que c'était comme ça que ça s'était passé. Et en fait, je me disais que je pensais que j'exagérais un peu. Ça ressemblait en fait à ce qu'on appelle un pervers narcissique, mais pas vraiment. Que c'était pas aussi grave que ce que vivent certaines femmes. Et puis aussi admettre que j'étais une victime, ça a été très compliqué. Il y a une partie de moi qui le refusait, parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce rôle-là. Il y a une partie de moi qui avait honte aussi. Toujours, toutes les victimes de quel que soit le sujet, elles ont honte, comme si c'était de leur faute. Mais c'est pas à moi d'avoir honte en vrai.
C'est à lui d'avoir honte. C'est lui qui est un humain dégueulasse, capable de faire des trucs dégueulasses à un autre humain, juste parce qu'il gère pas ses propres problèmes. Et puis, il y a aussi une autre partie de moi qui n'assumait pas d'avoir laissé faire. Et la culpabilité de ne pas avoir stoppé ce qui se passait, en fait, me donnait en quelque sorte une part de responsabilité dans l'histoire. Mais en vrai, je sais que j'ai aucune responsabilité dans le fait de me faire manipuler et détruire par un homme. Je suis pas coupable d'être entrée dans un piège où il a fait de moi son pantin et a pris possession de mon esprit pour le manipuler à sa guise. En fait, j'étais régulièrement en état de sidération totale, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en plus, moi, j'ai un mode de fonctionnement, j'ai besoin de comprendre pour assimiler les choses. Et là, je comprenais jamais les injonctions contradictoires, l'instabilité émotionnelle, l'inconstance permanente. Elle me faisait vriller le cerveau et le système nerveux. Parfois, il était l'homme le plus adorable du monde, je me sentais importante et valorisée, et d'un seul coup, sans transition, la froideur glaciale, les mots blessants et rabaissants, et un tout autre visage, une autre expression dure, froide, même ce qu'il dégageait, c'était glacial, il était tendu, rien à voir avec la personne qui avait quelques minutes avant. C'était complètement déstabilisant en vrai. Donc non, je ne suis coupable de rien d'autre que d'être tombée amoureuse de la mauvaise personne. Et je n'ai pas honte d'avoir été manipulée par elle. La honte, la responsabilité et la culpabilité lui reviennent. À lui et à lui seul. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, le téléfilm À la folie, il est d'une justesse qui m'a bluffée. Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de floriture, il n'y a pas tout un truc monté... il montre de manière brute en fait comment, par de petites touches, des petites phrases, des petites attitudes, une personne s'immisce dans l'esprit pour le manipuler et le détruire. Et ça a résonné ça a résonné en moi de manière inattendue, et j'ai envie de vous dire salutaire aussi. D'ailleurs, il y a une scène dont je me souviens que je souhaite vous partager parce que il y a une avocate qui explique en fait que le pervers, ce qu'il fait, c'est que par des injonctions contradictoires tout le temps, il arrive à une paralysie psychique de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, alors c'est un gros schéma, mais il va vous donner un pain au chocolat tout en disant « tu es grosse ». Le cerveau ne sait pas comment traiter cette information. Parce que d'un côté, il a un truc qui fait grossir, et en même temps, on vous dit « il est grosse ». Et en fait, ça c'est vraiment un gros schéma et une grosse caricature, mais par petites touches, au quotidien, à force de faire ça, le cerveau, en fait, arrive en paralysie psychique parce qu'il ne sait pas comment traiter les informations. Et à la longue, on en arrive à un état totalement bloqué. Et ils disent dans le film, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que ça peut conduire jusqu'au suicide. Donc voilà. Il ne faut pas négliger, en fait, la capacité des gens, en fait, à manipuler et débrancher le cerveau. Et c'est vrai que c'est aussi ça, je pense, qui m'a permis avec ce téléfilm de comprendre. C'est pas juste en fait une histoire qui est relatée. C'est que vraiment, moi, je trouve qu'il permet de comprendre certains mécanismes de la part de la victime et de la part du bourreau qui se mettent en place. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En plus, c'est magistralement interprété. Enfin, vraiment, j'ai été assez bluffée. Au-delà du fait que ça m'a parlé, d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé ça assez bluffant comme film. En fait, je voulais... Pourquoi je vous parle de tout ça pardon, hein, c'est pas très fluide, mais j'ai mes notes et en même temps, j'extrapole parce qu'il y a des choses qui me viennent et c'est nature, hein, comme moi. Si je vous parle de tout ça, en fait, c'est pas pour étaler ma vie. J'en ai pas besoin. La preuve, hein, j'ai jamais eu besoin d'en parler. J'ai jamais eu besoin de le cacher non plus, hein, mais j'avais pas besoin d'en parler. J'avais juste besoin de vivre ma vie, de passer à autre chose. Mais c'est déjà en fait pour ne plus avoir honte. Et puis, parce que cette honte, je l'avais au fond de moi. Je l'avais et je ne dis pas qu'elle est complètement partie, mais je pense que c'est important en fait de faire face. Et puis aussi pour assumer ce que j'ai vécu, admettre que j'ai été victime d'un homme maltraitant.
Et puis pour aussi rétablir la réalité de ce qui m'a aidé à tenir pendant des années, cette injonction à la résilience à tout prix que je m'étais imposée moi-même. Non, je le remercie pas de m'avoir fait vivre un enfer et mis à terre. Non, je n'ai pas à le remercier pour ça. Je me remercie moi pour ma force et mon courage à cette époque où j'en suis sortie seule. Et je vous parle de tout ça un peu comme un exutoire aussi pour clore définitivement ce chapitre, mais aussi parce que je me dis que peut-être ça peut servir à quelqu'un. Et si ça sert à au moins une personne, elle sera là en fait ma vraie résilience. Parce que ma manière à moi de percevoir la résilience est telle que je l'ai apprise quand j'ai entendu parler pour la première fois de la résilience. Pour moi, c'est transformer quelque chose d'horrible en positif, en quelque chose de beau. Et si ça peut aider une personne, cette expérience que je vous partage aujourd'hui, eh ben, c'est génial. Parce que pour le reste, moi j'ai vécu ma vie, enfin j'ai juste vécu ma vie, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus sain si j'avais pas croisé la route de cette personne. Donc il n'y a aucun bénéfice en fait à l'avoir croisé, à avoir vécu ça. Il m'a pas rendu service du tout. Donc voilà, moi ma résilience elle passe par, si ça peut vous aider vous, dans ce que je vous partage, à prendre conscience de certaines choses, c'est déjà énorme. Et je voulais vous dire, si vous êtes une victime et que vous souhaitez échanger, contactez-moi. Je suis à votre écoute. Et puis, si vous êtes le bourreau et que vous savez au fond de vous que ce que vous faites est inhumain et anormal, je suis aussi à votre écoute pour identifier les racines de votre mode de fonctionnement et pour vous permettre aussi de peut-être transmuter ces blessures que vous reportez en fait sur les autres. Parce que je ne veux pas victimiser un bourreau, mais pour l'avoir vu et pour l'avoir observé aussi depuis des années sur les gens qui ont ce type de comportement, c'est pas des gens qui ont été très heureux dans leur vie, c'est pas des gens qui ont été choyés dans leur vie, et souvent ils sont issus eux notamment de parents maltraitants ou rabaissants, etc. Une fois de plus, ça n'excuse pas, ça explique. Et surtout si le fait d'en parler et d'être écouté et d'être pris en charge par quelqu'un, ça peut vous empêcher de continuer à vous défouler sur les autres, c'est peut-être le moment en fait de prendre contact avec quelqu'un qui accepte de vous aider. Parce que je suis persuadée que si on traite le problème à la racine, il n'y aura plus de victimes. Donc prenez bien soin de vous surtout, physiquement et mentalement, et prenez bien soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Ce sujet vous parle, vous souhaitez approfondir? Il est temps de prendre soin de vous et de vous offrir une véritable transformation. Je vous propose un accompagnement mieux-être personnalisé pour vous aider à gérer vos blocages émotionnels, gérer votre stress et votre anxiété, améliorer votre confiance en vous, vous libérer de schémas répétitifs qui vous enferment, couper avec un passé trop lourd qui vous empêche d'avancer, retrouver une sérénité intérieure, regagner en vitalité et énergie. Grâce à mes protocoles uniques, mêlant des techniques empruntées à la sophrologie, le reiki, les soins énergétiques, le theta healing et mon écoute bienveillante, nous travaillerons ensemble pour vous aider à retrouver équilibre et harmonie. Prenez dès maintenant rendez-vous pour une séance découverte gratuite et faites le premier pas vers votre propre mieux-être. Offrez-vous une séance transformante et commencez votre voyage vers une vie plus épanouie. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.